Cette table ronde, cet événement que vous faites et dont je dois vous féliciter, tombe finalement assez bien. Il se trouve que, hasard des circonstances et des calendriers, ce matin même, je participais à un événement pour la publication de l'enquête cadre emploi, qui fait chaque année un petit baromètre de l'évolution des mentalités, des désirs des cadres à l'emploi. Et je vais vous citer très court un des éléments de la synthèse du rapport qui dit 70% des cadres souhaitent exercer leur activité en télétravail de façon régulière, alors que ça n'était que 62% en 2013. Donc ça, c'est un événement documenté, c'est factuel. Mais dans les faits, seuls 45% y ont déjà eu recours, alors que seulement 37% en 2013. Et il est noté, c'est le commentaire de ceux qui ont fait l'enquête, que cette volonté de travail à distance pourrait aussi trouver racine dans l'éloignement souhaité des cadres avec le quotidien parfois pesant au sein de l'entreprise. En effet, 54% des cadres estiment que leur employeur n'a mis aucun plan d'action pour lutter efficacement contre la gestion du stress et les risques psychosociaux, phénomène pourtant de plus en plus prégnant. C'est-à-dire que finalement, à cette table ronde, vous auriez pu inviter le responsable, le propriétaire ou l'animateur du plus grand espace de coworking de France, qui est le patron de la SNCF. Aujourd'hui, les TGV qui sillonnent la France sont sans doute les espaces les plus fréquentés du coworking. On y travaille, on y dort, on y mange, on y joue. Et finalement, je pense qu'on pourrait s'intéresser d'assez près à l'efficacité ou non de ce dispositif-là. Alors, plus sérieusement, je vais revenir sur la question du télétravail. Je pense que c'est une bonne façon d'entrer dans le sujet. Il y a plusieurs manières. C'est comme une boule à facettes. Elle brille différemment suivant l'angle sous lequel on la regarde. D'abord, le télétravail. Je fais très rapidement référence à l'étude de cadre emploi dont je parlais tout à l'heure sur le nombre de personnes qui souhaitent faire du télétravail. Ce sont des pourcentages. Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, tout le monde fait du travail. Enfin, tous les cadres font du télétravail. Ouais. Tous. Ils le font sans le savoir. Tout le monde a son smartphone, vous le disiez tout à l'heure. On fait du télétravail le samedi soir, on fait du télétravail le dimanche matin, parfois, on en fait dans le train, etc. Donc en fait, tout le monde en fait. Et ça prend des formes différentes. Ça n'est pas toujours bien rémunéré, si je peux me permettre cette remarque, mais je pense que ça pose pas mal de questions finalement. Le télétravail, et là je vais vous donner un exemple. Il se trouve que moi-même, qui suis responsable syndical, j'ai dans mon entreprise, la CFE-CGC, un certain nombre de personnes qui travaillent, qui sont salariés, et nous avons un accord télétravail. Et il y a peu de temps, j'interroge un de mes chefs de service au service études et je lui dis dans quelles conditions fais-tu le télétravail. Et il a cette remarque, je pense qu'elle est très intéressante. Il dit moi je prends un jour de télétravail quand j'ai un dossier à finir, quand j'ai besoin de calme, quand j'ai finalement besoin de me confronter à l'échéance du temps et de la nécessité de l'isolement, de la distance nécessaire par rapport à un environnement qui peut être nécessaire dans d'autres circonstances pour avoir des débats, des échanges, pour confronter des points de vue, donc cet échange physique que je crois absolument nécessaire dans le collectif de travail, mais il y a des moments, des instants où il faut entre guillemets fermer la porte. Voilà, on a connu tous ces réflexions, ouvre ta porte, il y a eu une époque même que j'ai connue, je suis un des plus anciens à cette table, j'ai connu cette époque, laisse la porte ouverte, envoie un signal que tu es disponible à l'échange, et la société a dématérialisé les échanges, et désormais, effectivement, on voit bien qu'il faut recréer un certain nombre de choses. Il y a un intérêt précis à un type de travail dans le travail à distance, mais tout le travail auquel on est confronté n'est pas forcément éligible à cette solution-là. Et je crois que c'est là, finalement, où il faut être extrêmement attentif. C'est trouver la bonne limite. Et je crois que beaucoup d'entreprises, je sais qu'à Bouygues c'est le cas, mais il y en a bien d'autres, il faut d'une certaine façon négocier avec les représentants, je parle des grandes entreprises, et même des ETI, il faut négocier avec les salariés, avec leurs représentants, les conditions médianes, finalement, optimum, qui feront qu'on tirera le meilleur bénéfice du travail à distance, quelles qu'en soient les conditions. Après, ce sont des aménagements, et la nécessité aussi d'avoir un contact physique, des zones d'échange avec le collectif de travail, ça nous paraît extrêmement important. Ouais. Pourquoi? Et je termine là-dessus. Il y a un rapport de sang entre les échanges qu'on a en tête-à-tête, entre les paroles qu'on s'échange, entre le verbe et l'écrit.
Et ça, on le sait tous. N'importe qui a écrit un jour une lettre à son fils, à sa sœur, à son mari ou à sa mère, c'est que le poids de l'écrit pèse beaucoup plus fort que le poids de l'oral. Et il faut bien avoir en tête que s'agissant des échanges, là je parle donc principalement des mails et des communications qui sont parfois la commande de travail, eh bien ça peut peser, il peut arriver un moment où quand les échanges se font uniquement sous la forme écrite, eh bien ils peuvent peser beaucoup plus fort et beaucoup plus fortement, beaucoup plus douloureusement que les échanges que nous avons en interaction directe. Et finalement, c'est cet équilibre-là qui est toujours très très difficile à construire et sur lequel un dialogue est absolument nécessaire entre ceux qui organisent le travail et ceux qui l'exécutent. Je veux revenir sur ce qui a été dit. Vous avez évoqué quelque chose, je crois, d'essentiel. Il faut chiffrer le coût du stress, quelle qu'en soit la source. Des organismes internationaux de haut niveau, l'OMS, a proposé des chiffres qui font référence, qui sont relatifs au PIB, sur ce que coûte à une économie moderne le stress, quelle qu'en soit son origine. Parce qu'il y a du stress attaché aux conditions de travail, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On parle aussi, surtout c'était votre remarque, du stress lié au transport. Principalement, il faut bien le dire, en région parisienne ou dans les grandes agglomérations. Pour prendre mon cas personnel, maintenant je travaille à Paris, mais je travaillais longtemps, je travaille actuellement encore à La Bâtie en Savoie et j'habite à 50 mètres de mon travail. Donc pour moi, effectivement, la question du temps de transport se résout à quelques pas de plus ou de moins, suivant que j'allonge plus ou moins la foulée. Mais le temps de transport, il faut absolument le chiffrer, il y a le moyen de le chiffrer, et on parle, s'agissant de la région parisienne par exemple, d'une moyenne de 1h30 à 2 heures par jour, passées dans des conditions effectivement assez catastrophiques pour l'immense majorité des gens, qui génèrent du stress, de la fatigue et donc de la moins-value dans l'implication au travail. Donc là, on a un enjeu qui se chiffre en dizaines et peut-être en centaines de milliards d'euros. Et pour répondre là pour le coup très précisément à votre question, cette affaire est une affaire sur laquelle chacun doit se pencher, et y compris l'État en priorité. Je crois qu'il le fait pour la question de l'accessibilité au transport, et en soi c'est déjà un sujet, et qu'il ne le fait pas très bien, parce que justement n'est pas pris en compte dans ce sujet-là l'impact que nous avons sur les personnes qui sont obligées d'user beaucoup du transport. Je pense qu'il faut, on a typiquement un exemple où il est nécessaire que chacune des parties prenantes, on dit parfois les corps intermédiaires, peu importe d'où qu'ils viennent et comment ils sont représentés, mais travaillent ensemble avec effectivement la puissance publique sur les voies et les moyens pour avancer dans le bon sens. Dernier point peut-être justement, comme vous disiez, le mot de conclusion, coworking, télétravail. Moi je connais beaucoup d'entreprises, notamment des SS2I, qui ont dans leur charte de télétravail le fait, puisqu'on parlait du coût, le fait que dès l'instant que quelqu'un serait considéré comme un télétravailleur, on va dire quasiment à 100%, à son domicile, eh bien l'entreprise s'engage à faire et à financer les travaux nécessaires à ce qu'à l'intérieur même de sa maison, il y ait un lieu pour travailler qui soit totalement isolé du lieu dans lequel la famille vit. Je crois que c'est absolument nécessaire. Et là, on a peut-être un peu justement le lien. Moi, je trouve que le témoignage de votre collègue était particulièrement éclairant. Il a travaillé longtemps chez lui en télétravail et tout d'un coup, il a senti le besoin, la nécessité de partager un espace avec d'autres personnes qui de fait ne sont pas de la même entreprise, mais avec qui il peut échanger un certain nombre de problématiques ressenties ou concrètes ou techniques de l'exercice de son travail. Je crois que tout est une question d'équilibre, de rationalité, d'intelligence collective, comme d'ailleurs au passage la plupart des problèmes qui se posent à notre société.